quand je gagne, allez, on va dire 10 000 euros par mois, et que j'ai passé 25% de mon temps à l'étranger et 75% de mon temps en Israël, et c'est un revenu linéaire, à savoir un salaire. Donc ça veut dire qu'il y a 2 500 euros qui sont non imposables en Israël, et il y a 7 500 euros qui sont, oui, imposables en Israël. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous vous préparez à faire l'ALIA, vous vous demandez si vous avez le droit à quelques avantages fiscaux. Eh bien, la réponse est oui. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Ganizat, qui est expert comptable à Tel Aviv au cabinet JDG. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors, Merci. Des bonnes nouvelles pour les nouveaux immigrants, ça fait du bien. C'est ça. C'est connu, mais il faut qu'on précise les choses. Alors, juste savoir si, pour commencer, on a des avantages fiscaux quand on fait son ALIA et dans quelles conditions on peut les valider. Alors voilà, d'abord, en fait, il y a toujours, quand on arrive dans un pays, toujours des droits et des devoirs. Donc là, on va plus s'atteler à savoir quels sont nos droits, même si, encore une fois, c'est toujours accompagné de devoirs, on verra ça juste après. En fait, je voulais vous parler de quelque chose qui n'est pas très connu et qui est un avantage qui est donné quand on fait son ALIA. C'est ce qu'on appelle la Shnat-Istaglut. Ça veut dire que quand on arrive en Israël, on a droit de faire une demande au gouvernement israélien dans les 90 jours de la ALIA, et c'est très important. Très important, parce qu'après, au 91e jour, eh bien, l'avantage tombe. C'est ça, c'est plus dur. Et c'est important de le dire parce que pourquoi c'est 90 jours ? Parce que c'est pas une demande, ça veut dire on n'a pas un dossier à remplir de savoir si ça va être accepté ou refusé. À partir du moment où on fait la demande, on y a droit automatiquement. Voilà, et à donc, partir du moment où on fait la seule condition, l'ALIA, c'est ces 90 jours. Exactement. À partir du moment où on reçoit le statut de nouvel immigrant, on a 90 jours pour faire cette demande. J'explique en gros ce que c'est cette Shnat-Istaglut. C'est en fait une année d'intégration. Ça n'a aucun rapport avec la loi en dehors de ça des 10 ans, ça existait avant, ça a toujours existé. C'est-à-dire une famille ou des personnes qui viennent en Israël ont une année d'adaptation, et pendant cette année d'adaptation, le gouvernement a décidé de leur donner des avantages, c'est-à-dire qu'ils ont des avantages fiscaux. Oui. Ok, donc à quoi ont-ils le droit ? Ils ont le droit de déduire en fait de leurs revenus, que ce soit un salaire israélien ou peu importe, toutes sortes de leurs revenus, exactement. Okay. Ils ont le droit de déduire en fait leur loyer d'habitation et une somme forfaitaire journalière. D'accord, ça veut dire qu'on paye 10 000 shekels de loyer par mois ou 15 000 shekels de loyer par mois. Il suffit qu'on ait fait la demande dans les 90 jours de l'ALIA. On a le droit de les déduire. Alors, il faudra que je vérifie sur le loyer s'il y a un... Parce que là, j'ai poussé un peu le bouchon, là. S'il y a un palier, que je sache, non. Okay. En règle générale, on vérifie à chaque fois qu'on fait ces calculs-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive au plafond ou qu'on n'arrive pas au plafond. En tout cas, jusqu'à ces sommes-là, on a le droit de déduire. Et quand on est sur... Alors, on déduit de quoi ? De ces impôts de ces impôts, ça veut dire... J'explique. En fait, les impôts, comme dans tous les pays en Israël, c'est des impôts qui sous forme de paliers. Au plus on gagne et au plus on va payer. Et en fait, on va déduire du dernier shekel encaissé. Je donne un exemple. Si le dernier shekel, on est à 31 ou 34% ou 48% d'impôts, les sommes déduites vont être un retour d'impôt de ces montants-là. Si on reprend votre exemple sur le loyer à 10 000 shekels et que je suis soumis à un impôt de 48%, je vais recevoir 4 800 shekels par mois d'impôt en retour, plus le forfait mensuel qui est aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, de 330 shekels par jour. Ça veut dire qu'on peut arriver à déduire d'assez grosses sommes sur la première année, et encore une fois, qui vont se déduire sur l'impôt marginal, le dernier palier d'impôt marginal. On peut récupérer combien environ ? Ça dépend des loyers, ça dépend pour les gros salaires, on peut récupérer jusqu'à 70, 80, 100 000 shekels sur la première année d'impôt. Donc c'est vraiment très intéressant. Exactement. Alors ça va peut-être sembler bizarre parce que ce qu'on sait comme lieu commun, on va dire, sur l'ALIA, c'est que quand on fait l'ALIA, pendant 10 ans, on ne paye pas d'impôt. Alors ça aussi, c'est ce qu'on pense. Donc on se dit, mais à quoi bon profiter de cet avantage, puisque de toute façon, je ne paye pas d'impôt. Alors d'abord, je précise, on va mettre les 10 ans de côté. Les 10 ans ne s'intéressent qu'aux revenus étrangers. D'accord. Donc, alors que la Shnat-Istaglut, donc cette année d'intégration, ça s'applique également aux revenus israéliens. Par exemple, si on a travaillé pendant la première année, on a gagné beaucoup d'argent en Israël, normalement, on est assujetti à l'impôt. J'ai fait mon ALIA, j'ai été engagé par Google.
j'ai le droit de déduire ces frais-là de mon salaire de Google en Israël. Voilà, c'est ça, parce que par exemple. Voilà, pour l'exemple, c'est plus facile. Donc là, ce qui est important, c'est que ça s'applique à tous les revenus, cette année d'intégration. Ensuite, par rapport aux 10 ans... Aux revenus français et aux revenus, par exemple, qu'on aurait gagné en France et aux revenus israéliens ? Oui. Alors là, maintenant, le problème, c'est que je reviens sur votre question d'avant. Bien sûr. Si déjà je suis dans les 10 ans et que j'ai rien à déclarer, j'en ai pas besoin. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que le fait de rien avoir déclaré pendant les 10 premières années, c'est un mythe, en fait. C'est un peu bizarre. C'est pas tout à fait ça. Que dit la loi, justement ? Alors, la loi, elle est très claire. Et d'abord, elle est mal expliquée. Il faut dire honnêtement, elle est mal expliquée, bizarrement, aussi sur le site des impôts, en anglais ou en français, où on pourrait comprendre... On va essayer on va pas parler de la mauvaise explication, on va donner... La bonne. D'accord, ok. Alors, je rentre pas là-dedans. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va essayer d'être... Non, parce que, en fait, je veux faire comprendre aux gens que c'est pas forcément qu'ils ont été hors la loi, mais la mauvaise compréhension peut être comprise, mais il faut vraiment prendre conseil pour voir comment ça se passe. En fait, cette loi des 10 ans, elle donne une dispense de déclaration et d'impôt sur les revenus passifs. Donc, alors, les revenus passifs, c'est quoi ? Revenu passif, c'est tout ce qui est pas un travail actif, c'est-à-dire intérêts, dividendes, revenus locatifs. De toute façon, le revenu locatif, pour les Français, il faut payer en France. Donc, disons dividendes et intérêts, retraite. Tout ça, on n'a rien à déclarer. Des royalties, voilà. Toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de déclarer et on n'a pas besoin de payer d'impôts. Je mets un petit bémol sur les dividendes. Voilà. Je mets un petit bémol. Quand la société m'appartient et que j'ai décidé de toucher uniquement des dividendes... On ne se paye pas de salaire. On ne se paye pas de salaire, on travaille réellement, on ne se paye pas de salaire, mais on a décidé qu'on se payait qu'à travers des dividendes. D'abord, fiscalement, c'est pas intéressant, mais ça, c'est un peu compliqué. C'est pour un autre sujet. Voilà, c'est pour un autre sujet, c'est un peu compliqué. Mais surtout, en Israël, ils requalifient les dividendes. Ça veut dire qu'ils reconvertissent ça souvent en travail actif, en salaire. Et à ce moment-là, on est imposé... Alors là, si c'est requalifié par l'administration fiscale israélienne en salaire, on doit des impôts. Exactement. Et surtout, on revient en fait à la deuxième partie de la loi, qui est comment traiter les revenus actifs. Donc, les salaires perçus à partir de l'étranger. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle actif, c'est tout l'argent qu'on a gagné à l'étranger. Voilà. Salaire, que ce soit un salaire même d'une boîte française. Oui, bien sûr. Je suis salarié dans une boîte française, j'ai une activité indépendante ou une société. Comment je dois gérer ces revenus actifs ? Alors, les revenus actifs, normalement, qu'on a perçus de l'étranger, normalement, ne sont pas imposables. Si. Ils sont imposables. Voilà. En fait, ils sont imposables en partie. Et c'est très important. En fait, la loi stipule qu'on est dispensé des revenus actifs générés à l'étranger. Et ce qui est important, c'est quoi générer à l'étranger ? Générer à l'étranger, ça veut dire que physiquement, il y a deux façons de le voir. Soit je me trouve physiquement à l'étranger quand je vais générer ces revenus. Et donc, forcément, si je dois prendre un exemple, quand je gagne, allez, on va dire 10 000 euros par mois, et que j'ai passé 25% de mon temps à l'étranger et 75% de mon temps en Israël, et c'est un revenu linéaire, à savoir un salaire. Donc ça veut dire qu'il y a 2 500 euros qui sont non imposables en Israël, et il y a 7 500 euros qui sont, oui, imposables en Israël. Donc c'est en fonction du temps passé sur le territoire. Il y a une autre façon de voir, qui est acceptée par les impôts, mais qui est plus compliquée, c'est le côté qualitatif du travail. Ça veut dire, j'ai toujours passé mes 25% à l'étranger et 75% en France, en Israël, excusez-moi. Sauf que quand je suis à l'étranger, mon travail est plus important. Ça veut dire, je suis capable de montrer que je génère plus d'argent. C'est-à-dire, sur ces 10 000 euros, il y a 5 000 euros. Si j'avais pas voyagé, je les aurais jamais eu. Et à ce moment-là, on a le droit de partager et de faire un e-zoon, c'est-à-dire une non-balance par rapport au jour, et à déclarer 50-50 par exemple, sauf que la charge de la preuve est sur moi. Ça veut dire que je vais devoir prouver que j'ai généré ces 50% à l'étranger. Sans ma présence là-bas, ça marche. Je suis obligé de dire que, voilà, par exemple, dans le cadre de mon activité, et comme c'est un domaine sur lequel on a été énormément confronté, on a engagé une action pour un peu réguler
cette question, parce qu'au niveau des impôts, la charge de la preuve, elle est quasiment impossible, c'est très 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 difficile. Et donc pour remettre tout ça en perspective, puisque la loi n'explique pas ce que c'est la charge de la preuve. Ça veut dire elle laisse ça ouvert à l'interprétation. On sait pas. Voilà. Et donc c'est très compliqué au niveau des impôts. C'est-à-dire, moi j'ai eu des clients qui parlaient pas hébreu, qui voyageaient 17-18 fois dans l'année, et pourtant on a eu du mal à prouver justement cette répartition. Donc en fait on a pris contact avec des Chavrei Knesset français qui sont en place, donc Yossi Tayeb, excusez-moi. Yossi Tayeb et Yom Tov Yossi Kalfon. Tayeb dans la Knesset précédente et Yom Tov Kalfon dans cette Knesset-là, justement pour voir s'il n'y avait pas une possibilité de rentrer dans les Va'adot Aklita et Va'adat Aksafim, justement pour essayer de réguler... La commission de l'intégration et la commission financière, des finances. Pour réguler ces questions. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'une question de payer plus ou moins d'impôts. C'est une question où ça met en danger des familles qui ont fait leur alia, et c'est comme ça que moi, en tout cas, je le vois. Ça veut dire qu'une famille qui a fait son alia, et de manière, encore une fois, vraiment ce qu'on appelle en hébreu tomlev, ça veut dire que de manière vraiment, je sais pas comment on traduit. De bonne foi. De bonne foi, voilà, exactement. De bonne foi, elle va décider de ne pas déclarer parce que tous ses revenus viennent de l'étranger. C'est comme ça qu'ils ont compris la loi. Ils vont vivre avec cet argent. Ça veut dire ils vont pas déclarer en France, ils vont pas déclarer en Israël, ils vont vivre avec cet argent. Donc après, il n'y a plus d'argent pour payer les impôts. Exactement. Et quand après 10 ans... Eh ben oui. Alors là, vous allez un peu trop vite, Jérémy. On va expliquer le problème que ça engendre. Donc on sait qu'il y a ce délai de 10 ans et que, évidemment, si on n'a pas été vraiment dans les clous de bonne foi, on s'expose à un redressement des impôts. Pourquoi ? Parce que, en général, on va dire que les gens qui sont arrivés il y a à peu près 10 ans, là, même un peu plus, 12 ans avec le corona, on va compter, maintenant, l'administration fiscale israélienne se réveille. Alors, c'est ça. Pourquoi elle se réveille ? C'est dangereux. C'est exactement. Pourquoi c'est un sujet brûlant aujourd'hui, et on ne s'en est pas aperçu ces dernières années, parce que, comme vous avez dit, l'administration, elle se réveille. Alors, pourquoi aussi lentement ? Parce que la loi a été votée en 2007. Et la loi permet une non-déclaration. Ça veut dire qu'en fait, l'information n'est pas arrivée au niveau des services fiscaux de 2007 à 2017. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'il y a à l'étranger. Parce que je n'avais pas d'obligation de déclarer. Pensent en toute bonne foi. Oui. Certains sont dans leurs droits. Certains n'avaient rien à déclarer. Donc, il n'y a pas eu de déclaration. Mais là, maintenant, en 2018, 2019, 2020, les déclarations arrivent. Les premiers qui ont fait leur alia en 2007, 2008, donc déclarent pour la première fois 100% de leurs revenus, 100% de leur compte en banque, 100% de voilà. Et donc, il y a un décalage entre les déclarations, le rien, ou même les petites déclarations qui ont été faites avec ce qui se passe réellement. Israël fait 1+1 assez rapidement, et donc ils s'aperçoivent, ils s'interrogent sur les années précédentes, puisque Israël a accès aux entrées et sorties, les impôts, les services fiscaux ont accès aux entrées et sorties de territoire de tout le monde, et donc quand ils s'aperçoivent qu'une personne a passé le 3/4 du temps sur le territoire israélien, qu'il n'a rien déclaré, et que l'année où il doit déclarer 100% de ses revenus, il déclare des revenus assez conséquents pour le même nombre de jours sur le territoire, il se pose des questions. Alors justement, quand l'administration fiscale s'interroge et vient nous taper à la porte pour parler un peu familièrement, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive ? D'abord, il vaut mieux s'en occuper avant que ça arrive. D'accord. Déjà, de prendre l'information, qu'on soit pendant les 10 ans, après les 10 ans... Donc, il faut aller consulter, quoi. Il vaut mieux aller consulter pour savoir d'abord quelle est l'exposition, comment je peux me préparer, qu'est-ce que je dois réunir, qu'est-ce que je peux faire avant qu'on vienne taper à ma porte. Quand on vient taper à ma porte, il n'y a plus rien à faire. Là, il faut vraiment aller consulter et se défendre au mieux de ses intérêts. Ce qui est important de dire, c'est que, encore une fois, contrairement à certains pays européens, dont la France fait partie, en Israël, il n'y a pas de prescription sur les sommes qui n'ont pas été déclarées. Voilà, donc ça c'est un petit peu angoissant parce que pas de prescription du tout. Ça veut sur dire qu'on peut remonter 15 ans en arrière sans problème. Oui. Et les devoirs rétroactivement. Si jamais il y a un redressement. Clairement, ça veut dire que à partir du moment où il y a un audit qui va être fait et donc il y a un contrôle fiscal qui va être fait, ils reviennent jusqu'à ce qu'on appelle la dernière année d'Itiashnout. Dans le cas où il n'y a jamais rien qui a été déclaré,
Il n'y a pas d'Itiyashnout, il n'y a pas de prescription, et donc ils peuvent revenir. Voilà. Et tout ça, c'est pas forcément de la mauvaise foi ou du traficotage, c'est simplement une mauvaise interprétation de cette loi qui n'est pas si claire que ça et qui peut nous emmener à être contrevenant à la loi alors qu'on pensait agir en toute bonne foi. Exactement. C'est pour ça que, d'abord, oui, clairement. Oui. Après, c'est vrai que ces dernières années, c'est difficile de ne pas être au courant parce que ce soit les experts comptables, les avocats, et je pense que même l'agent juif va commencer. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, même chez vous sur cette antenne, mais Kalita, il est bon de rappeler les choses. De le rappeler. Et puis, voilà, pour les personnes qui n'en ont pas, on en parle quand même donc, aujourd'hui. Et puis, il y a le principe de nul n'est censé ignorer la loi. Alors, il y a autre chose que j'aimerais signaler, c'est que vous avez parlé de dividendes tout à l'heure lorsqu'on devait déclarer, vous avez parlé de la déclaration des revenus passifs. Et parfois, se payer en dividendes, c'est pas toujours évident parce que ça peut coûter cher aussi. Alors, souvent, en fait, les personnes qui décident de ne pas déclarer possèdent leurs propres entreprises en France, et donc c'est par le biais de ces entreprises-là qu'elles sont rémunérées, et elles vont décider pour justement se couvrir de se payer en dividendes. Donc, et comme j'ai dit avant, payer des impôts pendant et pour éviter de payer des impôts en Israël, parce qu'on est à 0 en Israël. Alors d'abord, comme je l'ai dit juste avant, Israël peut requalifier, mais c'est surtout que fiscalement parlant, c'est pas forcément une bonne solution. Il faut savoir que l'argent qui arrive dans leur poche, il leur a coûté à peu près 35, 36, 37%. Pourquoi ? Parce que la distribution de dividendes d'une société française, en l'occurrence, elle doit d'abord passer l'IS, qui est entre 23 et 26%. Même plus. L'IS, c'est l'impôt société. D'accord. Voilà, donc la société va d'abord payer 25-26% sur cet argent-là. Et ensuite, quand elle va faire une distribution de dividendes, il y a une retenue à la source en France sur les dividendes de 12,25 jusqu'à 12,8. Ça fait 37. Donc ça fait à peu près 35-37%. Alors que si jamais on se met en règle dans les deux pays, ça veut dire qu'on déclare ce qui doit être déclaré en Israël. Ce qui doit pas on prend des salaires en France normalement. On prend des salaires en Israël. Ça veut dire on va monter des structures. Okay. En fait, l'IA crée un événement qui est important. On déplace le centre de résidence fiscale. Ça veut dire que je vivais en France, j'étais redevable à la France que j'étais résident fiscal français. Maintenant, je vis en Israël, je suis redevable à Israël. À partir du moment où je vis en Israël, à part certains cas exceptionnels, et alors, là, je vous reprends. On crée des structures, on rapatrie, on garde tous l'argent ici en Israël. On le déclare aux impôts. On déclare ce qui doit être déclaré, on ne déclare pas ce qui ne doit pas être déclaré. Et au niveau fiscal, souvent, on arrive à de meilleurs résultats que la prise de dividendes. Et en fait, on devient en plus, on est en règle dans les deux pays. Ouais, donc encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Mais bien sûr. Mais on devient en règle dans les deux pays. On a pris une position. Et surtout, en fait, quand on prend une position et qu'on donne une déclaration et qu'on le fait bien, ça veut dire qu'il y a certaines choses à faire au niveau de la déclaration. On peut faire démarrer la prescription, même sur la partie qui n'a pas été déclarée, bizarrement. Oui, c'est une petite pirouette, c'est une petite pirouette d'expert comptable. Voilà. Je ne dirai pas à l'antenne parce que peut-être que les impôts nous écoutent. Non, mais c'est légal, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est une petite pirouette qui permet justement de faire démarrer la prescription. On est là même sur la partie qui n'a pas été déclarée. Bon. Et donc, ça permet d'avoir une tranquillité à la fin des 10 ans. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. De toute façon, on y reviendra. Vous pouvez nous poser des questions, nous taguer sous la vidéo si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Jérémy Ganizat se fera un plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Voilà, en tout cas, nous merci d'être venu, d'avoir rappelé un peu ces avantages fiscaux qui sont importants et surtout les conditions dans lesquelles ils s'appliquent. Ça, c'est encore plus utile. Je le répète à chaque fois, je pense que c'est primordial quand on fait son alia. Il faut connaître les droits et les devoirs d'un pays. Chaque pays a ses us et coutumes. Bien sûr. Et c'est important de prendre le temps à ce niveau-là. Souvent, on le fait pour d'autres domaines, mais c'est important dans ce domaine-là de prendre conseil dès l'arrivée en Israël. Ça évite des mésaventures. Des déconvenus, on va appeler ça comme ça. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Et voilà, partagez, on se retrouve bientôt. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.